Bonjour à tout le monde. Nous ne pouvons pas nous réunir comme nous l'avions prévu à Genève ce jeudi 20 mai pour écouter l'auteur Daniele Pantano et sa traductrice Eva Antonikov. Nous vous proposons donc cette rencontre virtuelle entre la Suisse et l'Angleterre que vous pourrez regarder depuis chez vous. La lecture que vous allez entendre fait partie du cycle Ses voisins inconnus. C'est un cycle qui est organisé depuis de très nombreuses années par la Literaturhaus de Zurich, en partenariat avec le Centre de traduction littéraire et pour cette lecture avec la Bibliothèque de la Cité à Genève. Ces manifestations sont soutenues également depuis de nombreuses années par la Fondation Oertli, que je tiens à remercier ici. Mon nom est Marie-Fleury Wulschläger. J'avais donc animé cette rencontre ce soir avec Daniele Pantano et Eva Antonikov. Et nous allons vous présenter aujourd'hui un recueil de poèmes qui est, une fois n'est pas coutume, écrit en anglais. Donc d'habitude, avec ses voisins inconnus, on a des auteurs ou des autrices qui écrivent en allemand. Là, on a un auteur qui est né en Suisse et qui écrit en anglais. Donc, il s'agit du recueil bilingue Ducks in Untended Fields, Chiens dans un champ en friche, paru en 2020 aux éditions d'en bas. Avant d'entrer dans le détail du texte, j'aimerais vous présenter nos invités que je salue. Hello Daniele Pantano. Bonjour Eva Antonikov, bienvenue. Daniele Pantano est né en 1976 à Langenthal d'un père sicilien et d'une mère allemande. Il a quitté la Suisse pour les États-Unis comme adolescent. Il a étudié la philosophie, l'écriture littéraire et l'anglais à l'University of South Florida et a ensuite enseigné dans cette même université. À partir de 2008, il a dirigé le programme d'écriture créative à Edge Hill University en Angleterre, où il a été professeur extraordinaire de poésie et de traduction littéraire. Il enseigne actuellement l'écriture littéraire à l'Université de Lincoln. Il a publié de nombreux recueils de poésie et traduit également. Il a traduit d'importants ouvrages de l'allemand en anglais, notamment de Walser, Trakl ou encore de Dürrenmatt. Eva Antonikov est née à Zurich et elle vit aujourd'hui dans le canton de Vaud. Elle a étudié le russe, l'espagnol et le français à l'université de Lausanne. Elle traduit de l'allemand, de l'anglais, du russe et de l'italien. Sa première traduction littéraire, qui était une traduction de l'anglais, est parue en 2009 chez Hérolimite. Il s'agit de l'histoire de Komok l'Esquimau par Robert Fletry. Elle a traduit de l'allemand des recueils de poèmes de Rosé Auslander, de Else Lasker Schüler ou encore de Thilo Krause. Plusieurs de ses traductions du russe et de l'anglais ont paru dans des revues. Le recueil bilingue dont nous allons parler maintenant, Ducks in Untended Fields, Chiens dans un champ en friche, qui est paru en 2020 aux éditions d'en bas, présente les versions anglaises et la traduction française côte à côte. La poésie de Daniele Pantano est profondément ancrée dans le monde contemporain et elle esquisse un présent traversé par le chaos, l'angoisse de la mort. En même temps, on est en face d'un monde à la fois familier et mystérieux. Les vers sont saccadés, fréquemment coupés par des enjambements. Les images qui s'en dégagent sont fragmentées et inquiétantes. Mais les poèmes transportent également une certaine douceur et certains vers ne manquent pas d'humour. La traduction d'Eva Antonikov répond en miroir à l'écriture de Daniele Pantano. Ses choix, toujours précis, restituent au plus près l'ambiance particulière du recueil. La lecture bilingue que l'édition propose ajoute une dimension supplémentaire aux poèmes, qui s'enrichissent mutuellement et dont le sens se multiplie au passage d'une langue à l'autre, un passage qui s'offre, grâce à cette édition, généreusement à la vision de la lectrice ou du lecteur. Je vous propose maintenant d'écouter une première partie de lecture de ces poèmes, donc on va les entendre en anglais lu par Daniele Pantano et en français lu par Eva Antonikov. Okay. Well, thank you for having me. It's a pleasure to be here. Unfortunately, we're not face to face physically, but hopefully, this will be a pleasant enough experience. So I'll read a few poems. During readings, I try not to explain poems or to give 5 minutes of footnotes for 20-second poem, because I think it's important that
at least for me, during a reading, that the poet tries not to intervene too much between the poem and the audience. But later on, we might have some chances to discuss a few details of the poems. So here we go. Okay, the first poem I'll read is Last Visit and Supper Prior to the Invasion Only We Knew About, which is the first poem of the collection. Last visit and supper prior to the invasion only we knew about. Finally, dessert. He opened the shutters and revealed everything that would cease to matter the next day. Alleys where men were playing another round of chess, accents equally on time, and women parading like citrus trees in a market of dates. Pubs, songs, palaces of worship. No, not even the orphanage or his pregnant wife's glutted breasts would matter, my host insisted. I spent my time writing the important, not the beautiful. What else can we do? He asked. Continue, I answered, and excused myself, all of it, except my uncleared plate, lemon wheels, and spilled milk. Ultime visite et repas précédant l'invasion dont nous seuls étions informés. Finalement, le dessert. Il ouvrit les volets, révélant tout ce qui n'aurait plus aucune importance le lendemain. Les allées où des hommes jouaient une énième partie d'échecs, devisant du temps et des femmes qui se pavanent comme des citronniers dans un marché aux dates. Les cafés, les chansons, les hauts lieux de culte. Non, même l'orphelinat ou les seins gorgés de sa femme enceinte n'auraient plus d'importance. Mon hôte insista pour que je consacre mon temps à consigner l'essentiel plutôt que le beau. Que pouvons-nous faire d'autre demanda-t-il. Continuez, répondis-je, en m'excusant pour tout, sauf pour mon assiette non terminée. Rondelles de citron et lait renversé. They sound so much better in French. Okay. The next poem is The Oldest Hands in the World. On this chair, as I am every morning, waiting for the cappuccino and brioche to arrive, and the girl with the oldest hands in the world, I sense exile is a city reared by eternal artifice. All sweet violence and thought and repetition. Beyond what history has left of this topography, the cup is whiteness, the coffee brown semen. My first sip makes her appear with provender and sandals from behind the insignificant ruins. But for the time being, ruins are eucalyptus trees, and she, not a girl on her way to feed chickens, but a face concealed by dripping nets. Dressed in black sails and hair dyed a Roman blonde. The lips of her soul are burning sages, I know. Her name, I don't. Only her hands matter. Laden with broached scars, they remind me. Home is where children sprout in rippled soil, where footsteps are mosaics of possibility. To go on, finish breakfast, read the line that ends in God's breath again. Les plus vieilles mains du monde. Sur cette chaise, comme chaque matin, attendant qu'arrivent le cappuccino et la brioche, et la fille aux plus vieilles mains du monde, je devine que l'exil est une cité érigée par un éternel stratagème. Rien que douce violence, pensée, répétition. Au-delà de ce que l'histoire a laissé de cette topographie, la tasse est blancheur, le café, semence brune.
Ma première gorgée l'a fait émerger, chargée de fourrage, en sandales, derrière les ruines insignifiantes. Or, pour le moment, les ruines sont des eucalyptus, et elle n'est pas une fille qui s'en va nourrir les poules, mais un visage caché par des filets dépoulinants, vêtue de voilure noire, cheveux teints d'une blonde romaine. Les lèvres de son âme sont de la sauge brûlante, je le sais. Son nom m'est inconnu, ses mains seules comptent. Criblée de cicatrices, elle me rappelle que chez soi, c'est là où les enfants germent dans un sol ridé, où les pas sont les mosaïques du possible. Poursuivre, terminer le petit déjeuner, lire la ligne qui s'achève dans le souffle de Dieu, une fois encore. Eastern village with factory. Dogs bark in untended fields. Outside, artificial light pools the road nobody's died on, with men sauntering the graveyard shift, unafraid to sing alone. I stretch out and find I married a woman who doesn't care that they have picked up the ambrosial bouquet of sex, neatly wrapped in tissue paper at the foot of our bed. She welcomes the rabbit charge, anything that reminds her she belongs to the faint hinterland. She keeps the doors unlocked. I say nothing. Men or dogs, there will be no other end. Village de l'Est avec usine. Des chiens aboient dans les champs en friche. Dehors, une lumière artificielle inonde la route sur laquelle personne ne s'est tué et où des hommes s'en vont, nonchalants, vers le travail de nuit, sans craindre de chanter seuls. Je m'étire et découvre que j'ai épousé une femme se fichant de ce qu'ils aient ramassé le bouquet ambrosiaque du sexe, soigneusement enveloppé dans un Kleenex, au pied de notre lit. Elle fait bon accueil à l'assaut furieux, à tout ce qui lui rappelle qu'elle appartient à un vague arrière-pays. Elle ne ferme jamais les portes. Je ne dis rien. Hommes ou chiens, il n'y aura pas d'autre fin. Writing the city. I failed the city I left because its voices failed me. Writing hours for nothing but a second, I thought they would come easy after more than a decade. The voices that silenced mine. Not the baker's murmur as he opens shop at 4 a.m., nor the garbage man's clatter, my brother cussing somewhere, climbing scaffoldings to paint another house he'll never own. My father's song sending my name knifed into the door I slammed 1,000 times. School children dropping books to reach fruit the way I did. It's the teachers, principals, officials, and all who refused my immigrant's voice born among them. The Swiss city I left can never be written. Perhaps the windows, shutters, each beautiful roof with rain. The medieval intimacy of space against the omnipotent Alps. My voice finds itself in every detail of this until it confronts what can never be said. Écrire la ville. J'échoue à saisir la ville que j'ai quittée, ses voix n'ayant pas su me saisir. À écrire des heures durant pour rien qu'une seconde, j'avais cru qu'elle me viendrait sans peine plus d'une décennie après, ces voix qui ont fait taire la mienne. Non pas le bougonnement du boulanger ouvrant son commerce à 4 heures du matin, ni le chahut des éboueurs, ni les jurons de mon frère sur les échafaudages, à peindre une énième maison qui jamais ne sera sienne, ni le refrain de mon père ponçant mon nom gravé au couteau dans la porte
que j'ai claqué des milliers de fois. Des écoliers qui balancent leurs livres pour cueillir des fruits comme je l'ai fait. Ce sont les profs, les directeurs, les fonctionnaires et tous ceux qui ont rejeté ma voix d'immigrant né parmi eux. La ville de Suisse que j'ai quittée ne s'écrira jamais. Les fenêtres peut-être, les volets, chaque toit embelli par la pluie, l'intimité médiévale du lieu sur fond d'Alpes toutes puissantes. Ma voix s'y retrouve dans chaque détail, avant de buter contre ce qui jamais ne pourra être dit. Merci à tous les deux. Thank you very much pour cette belle lecture bilingue. Nous entendrons plus tard quelques autres poèmes. En attendant, on va rentrer en discussion avec l'auteur et la traductrice. Ma première question s'adresse à Daniele Pantano. On a entendu ce dernier poème qui parlait de cette ville en Suisse. Vous êtes né en Suisse alémanique, à Langenthal, et votre première langue est l'allemand. Pourtant, vous écrivez exclusivement en anglais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Donc, juste une précision, Daniele Pantano va répondre en anglais et Evan Tonikov va traduire ses réponses en français. Yes, thanks for the question. I mean, it's a difficult question and probably will take an hour to respond properly. But I mean, one of the main, I'll just do one more. One of the main reasons is because I got my education abroad in the United States. Alors, c'est une question difficile qui pourrait nous prendre une heure entière. Je pourrais prendre une heure pour y répondre. Mais une des raisons principales, c'est que j'ai reçu mon éducation à l'étranger, donc aux États-Unis. And the most important reason probably is the fact that as someone who was seen as an immigrant in Switzerland, I was prevented. I wasn't allowed to go to high school. La raison principale est probablement le fait que, en tant qu'immigrant en Suisse, on ne me permettait pas d'aller au gymnase. On ne m'avait pas permis d'aller au gymnase. And this was due to certain teachers I had at school. But at the same time, that represents the sort of the language, the German language as a whole, as an oppressive force to me. Donc, ce fait était d'une part dû à certains enseignants que j'avais à l'école, mais en conséquence, c'est l'allemand en tant que tel qui est devenu pour moi le symbole d'une force oppressive. And so I believe, as a combination of these various factors, I decided to follow the language that opened doors to me, that allowed me to receive an education, that allowed me to become a writer, a poet, and a teacher. And I think at a certain point after that, it's very difficult to return to your native language and write in that language creatively. So I think at this point, even if I wanted to come back and write in German or Swiss German, it would be impossible. But those are the main reasons for it. Donc, si on considère tous ces facteurs, finalement, j'avais envie de suivre la langue qui m'avait ouvert les portes, qui m'avait permis de devenir écrivain et de devenir enseignant à mon tour, de devenir professeur. Et à mesure que j'avançais, que j'écrivais en anglais, il était difficile de revenir en arrière. Donc, même si je voulais maintenant écrire en allemand ou en suisse allemand, ça me serait pratiquement impossible.
Merci pour votre réponse. Merci également, Eva, pour la traduction. Ma prochaine question s'adresse à toi, Eva. Donc, tu traduis en français vers le français qui n'est pas ta langue maternelle, ce qui est assez inhabituel. Hein. Souvent, on traduit vers sa langue maternelle. Et je me demandais qu'est-ce qui avait motivé ce choix de traduire vers le français. Et une autre question, évidemment, qui est très intéressante entre vos deux parcours, c'est ce parallèle, hein, d'écrire dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle et toi de traduire dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Est-ce que tu t'es senti liée à l'écriture de Daniel pour cette raison? Alors, je réponds d'abord à la première partie de ta question. En fait, un peu comme pour Daniel, le choix s'est imposé comme je vivais depuis plus de 40 ans en Suisse romande, où j'ai fait mes études, le français était vraiment devenu ma langue principale dans laquelle je parlais tous les jours. Donc, c'était pour moi assez naturel de traduire, de choisir le français comme langue d'écriture. Pour la traduction, j'écris pas, mais je traduis une forme d'écriture. Par contre, à la différence de Daniele, l'allemand n'est jamais devenu pour moi une langue que je ressentais comme oppressive. Je dirais que c'était un choix serein, alors que dans le cas de Daniele, c'est un choix plus douloureux, voilà. Mais par rapport à ce qui nous lie, effectivement, j'ai trouvé amusant ou intéressant de constater que ni lui ni moi n'écrivions dans notre première langue, mais et que ça, en quelque sorte, ça nous lie, bien que le choix se soit fait pour des raisons différentes. Merci, Eva. Ma prochaine question est pour vous, Daniel. J'aimerais bien parler de ce dernier poème que vous avez lu, donc Writing the City, où il est question de votre rapport, ou en tout cas du rapport de celui qui dit je à la Suisse. Ce qui m'a frappé dans ce poème, c'est sa dimension paradoxale, car vous écrivez cette ville, vous décrivez cette ville donc, dans laquelle vous êtes né, et en même temps, c'est tout le paradoxe du poème, vous affirmez échouer à la saisir, et le poème se termine sur tout ce qui ne peut se dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paradoxe? Yeah, I mean, I think for anybody who feels that they were forced away from their native language or their hometown, it's both an experience of sadness and joy, and it's extremely difficult to return to that place, whether that's through writing or some sort of another emotional connection to it. Je pense que pour toute personne qui a l'impression d'avoir été obligée de quitter sa langue maternelle et sa ville de naissance, c'est une expérience qui est à la fois pleine de tristesse et de joie. Donc, il est difficile de retourner dans cette ville, que ce soit par l'écriture ou par une autre façon. So in this kind of self-imposed exile, this poem is really, an attempt to reconnect to my past in this example, but more generally for anybody to reconnect with their past. But I think here it's connected with trauma, with certain experiences I've had in my life, and I think realizing that I can't get back to that point, even though I'm trying through language to kind of
reconnect with that place. And I think it also is an example of how language fails us. Language always fails us when we're trying to connect with anything, or trying to capture something. So the poem is really about the limits of language, if anything. Alors, d'une part, ce poème parle de l'exil que je me suis imposé à moi-même. Et il y a dans ce poème une tentative de me reconnecter, moi, avec mon passé. Mais le poème parle aussi de façon plus générale, peut aussi s'adresser à toute personne qui a fait cette expérience. Là, je parle d'une expérience que j'ai fait moi dans ma vie, quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas retourner dans cette ville tout en essayant. Et au sens large, ce poème parle aussi des limites du langage. C'est un exemple qui montre comment la langue peut nous trahir, ou quand nous essayons de saisir une expérience. Donc le poème parle de tout ça. Merci pour cette réponse. Je pense que c'est la réponse de Daniel se connecte ma prochaine question qui concerne justement ce verbe fail qui apparaît au tout début du poème et que Daniel a aussi évoqué, a aussi utilisé dans sa réponse. Tu avais évoqué, Eva, une fois dans un de nos entretiens préparatoires, la difficulté de traduire ce verbe fail en français. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu sur quoi repose cette difficulté? Oui, alors effectivement, ça tombe bien que Daniel ait utilisé fail dans sa réponse, parce qu'il l'utilise encore dans un autre sens qui est implicite dans le poème, mais que voilà, il l'utilisait plutôt dans le sens de trahir. Language fails us. Donc voilà, ma difficulté dans la première phrase de ce poème, c'est que le verbe fail apparaît 2 fois. Donc je sentais l'importance, le poids de ce mot, et j'avais envie aussi de le rendre, si possible, 2 fois, de garder cette répétition en français. Mais comme souvent en traduction, le mot en anglais a des sens multiples. Fail peut être à la fois échouer, rater, manquer, ne pas réussir à faire quelque chose. Et par contre, quand je traduis, je suis obligée de choisir. Je ne peux pas en français trouver un mot qui implique tous ces sens en même temps. Donc voilà, j'ai dû recourir à une ruse ou pour transporter ce sens multiple. Et puis, on peut être plus ou moins satisfait de la solution qu'on trouve dans ces cas-là. Merci. Je propose qu'on passe à la deuxième partie de lecture. Donc, écoutez encore 4 poèmes, de nouveau lus en anglais et en français. Okay, thank you. Late December. Clearly, nothing much is happening. Kids continue to wish for snow, the rest for something other than the possible, something other than the fog, settling as thorns frozen on fences. Winter in its subtlest arrival barbs our barriers. Still, no one misses the ordinary.
not even the blackbirds, just as no one on either side misses the end of the world. Fin décembre. À l'évidence, pas grand-chose ne se passe. Les enfants persistent à désirer la neige, le reste, autre chose que le possible, autre chose que le brouillard qui se poserait sous forme d'épines, glacé sur les enclos. L'hiver, dans sa subtile venue, hérisse de pointe nos clôtures. Bref, personne ne regrette l'ordinaire, pas même les merles, de même que personne, où que ce soit, ne regrette la fin du monde. Just a quick note on this next poem. I kind of cheated in this one because almost half of it was written by my daughter when she was 6 years old. So it's kind of a collage between my words and her words, and sort of a combination then that has turned into a essentially a conversation between me and my daughter when she was 6 years old. I'll just translate quickly. Je dis juste en 2 mots, Daniel a dit que pour le poème suivant, il a triché un peu parce qu'en fait, la moitié du poème a été écrit par sa fille quand elle avait l'âge de 6 ans. Je ne fais pas plus long. Thank you. The Fatalists, for Fiona. Bad thoughts, she says, bad thoughts. Like him when he was her age, 6, 7, 8. It meant something, she remembers. Find the stargazer, find it, she yells. Her little box on the nightstand. It's summer again. With every year, fear changes into expectation, surprise into denial. All the windows are open, smoke billowing from the trees. Nature is a disc that never stops spinning, Daddy. He wants her to prove it. She writes, the world around me. I'm sleeping in the forest, and it is scary to me. Why the forest? He waits. I saw a woman in disguise. I went to the park. A woman with a black coat on and a big hat on, and she was staring at me and my spotted dog, and my feet covered with warts, Daddy. January fields, black stars, he thinks. Have the tigers emerged, Daddy? They are moving from chamber to chamber in the house built on ice. They smile. You'll see. It's your brother in the adjacent room. His delicate balalaika snores. Good night, my love. But who is he to tell her to think of something beautiful? Who is he to tell her that everything is going to be fine? Les fatalistes, pour Fiona. Vilaine pensée, dit-elle. Vilaine pensée. Comme lui au même âge, 6, 7, 8. Cela lui parle, il se souvient. Trouve l'astronome, trouve-le, elle hurle. Sa petite boîte sur la table de nuit. L'été est revenu. Au fil des ans, la peur se fait attente, la surprise dénie. Fenêtre grande ouverte, volute de fumée au-dessus des arbres. La nature est un disque qui tourne sans arrêt, papa. Il veut qu'elle le prouve. Elle écrit « Le monde autour de moi, je dors dans la forêt et elle me fait peur. » Pourquoi la forêt? Il attend. J'ai vu une femme déguisée, je suis allée au parc. Une femme avec un manteau noir et un grand chapeau qui me dévisageait, moi et mon chien tacheté.
et mes pieds couverts de verrues. Papa, chant de janvier, astre noir, il réfléchit. Est-ce que les tigres sont sortis, papa? Ils avancent d'une chambre à l'autre, dans la maison bâtie sur la glace. Il sourit. Tu verras. C'est ton frère dans la chambre voisine. Ces légers ronflements de balalaïka. Bonne nuit, ma chérie. Mais de quel droit lui dirait-il de penser à quelque chose de beau? De quel droit lui dirait-il que tout ira bien? This next poem is also, at least on the page, a kind of conversation between two speakers. So it goes back and forth between two speakers or two voices. Le poème suivant est aussi une conversation entre deux locuteurs. On va d'une voix à l'autre. Low-voiced confessions. A city, more streets hanging in the abyss, somewhere south, and a black donkey buried in its public park. 4 years of service, years as a friend. Yes, but we mustn't blame the children. They demanded it. Blame the two greatest painters of the 20th century, who weren't even 40 when Columbus discovered America. One classic, eternal, the other modern, always like a pile of shit. The snail climbs the stalk. A moment later past the city walls, dirt road to a neighborhood of silos. And irrigation ditches, not asylums or prisons. Someone has written paradox on one of the silos, we think. Or perhaps it is more accurate to say someone has whispered it into the ground. Not far from another ditch, not far from another tasteful confession. He likes to bite and pluck their nipples like a bass guitar. The children are listening. Black donkeys are German motorcycles. We learn to lower our voices and ignore the almost visible as we grow up, as we realize the snail, a sniper climbing a silo. The painters are prepared to testify. Eating things alive, that's what we do. Blame the detectives. Exhibit number 1C. Something mute steps out of a neighborhood. Confession à voix basse. Une ville, d'autres rues suspendues au-dessus de l'abîme. Quelque part dans le sud, un âne noir y est enterré dans le jardin public. Après tant d'années de service, d'années en tant qu'amis, oui, mais ne blâmons pas les enfants. C'est eux qui l'ont exigé. Blâmons les deux peintres majeurs du XXe siècle, qui n'avaient même pas 40 ans lorsque Colomb découvrit l'Amérique. L'un d'eux, classique, éternel, l'autre, moderne, toujours comme un tas de merde. La limace monte le long de la tige. L'instant d'après, passer les murs de la ville. Chemin de terre menant vers un quartier de silos. Et des canaux d'irrigation, non des asiles de fous, ni des prisons. Selon nous, quelqu'un a écrit paradoxe sur l'un des silos. Ou peut-être est-ce plus exact de dire que quelqu'un l'a murmuré dans la terre. Tout près d'un autre canal, tout près d'une autre confession charmante. Il aime mordre et pincer leurs tétons comme une guitare basse. Les enfants écoutent. Les ânes noirs sont des motos allemandes. Nous apprenons à baisser la voix et à ignorer le quasi-visible. En grandissant. En apercevant la limace, un franc-tireur escaladant un silo. Les peintres sont prêts à témoigner.
Manger des choses vivantes, voilà ce que nous faisons. Blâmons les détectives. Pièce à conviction numéro 1, c'est quelque chose de muet émerge d'un quartier. Vaudeville. See the butcher's son lose faith in his knives. See the worn dock lying chafe against the pier. See the scholar drag her desk into the woods. See the finger cramp the penultimate etude. See the grocer highlight his name on the front page. See the truant child decide on a different shortcut. See the seamstress enter the building for the last time. See the survivor hesitate before a shop window. See the common meddler drop of its own accord. See, once again, the knives in the porcelain sink. Vaudeville. Vois le fils du boucher perdant confiance en ses couteaux. Vois la mare élimée frottant contre la jetée. Vois la savante traînant son bureau dans la forêt. Vois le doigt entravant la pénultième étude. Vois l'épicier soulignant son nom en première page. Vois l'écolier buissonnier prenant un autre raccourci. Vois la couturière entrant dans le bâtiment pour la dernière fois. Vois le survivant hésitant devant la vitrine d'un magasin. Vois la nèfle commune tombant de son plein gré. Vois, une fois encore, les couteaux dans l'évier en porcelaine. Merci beaucoup à tous les deux pour cette lecture qui nous donne vraiment un bon aperçu de la richesse de la poésie de Daniele Pantano et de la très belle traduction de Eva Antonikov. Ma première question s'adresse à Daniele. Le dernier poème que vous avez lu, donc intitulé Vaudeville, se présente comme une scène théâtrale. Le titre évoque évidemment le théâtre, avec un locuteur qui enjoint le lecteur ou la lectrice à regarder ce qui est devant lui. Dans beaucoup de vos poèmes, le regard de celui qui dit « je » joue le rôle d'un espèce de révélateur de la vie quotidienne. C'est une vie qui apparaît à la fois familière et étrangère, actuelle et passée. Dans le poème que vous avez lu avant, Confession à voix basse, il est aussi sujet du quasi visible, du almost visible. Et je me demandais qu'est-ce qui était, comment vous pourriez décrire le lien entre votre poésie et le monde contemporain? Yeah, I mean it's a performance, just like any other poem, and I see myself really as a collector of fragments, whether those are visual or fragments of language when I see the world. Alors, je dirais que comme tout autre poème, il s'agit là d'une performance et je me vois en quelque sorte comme un collectionneur de fragments, que ce soit des fragments visuels, des fragments de langage. And in terms of the gaze, because I don't think my poems can be called confessional in that sense. So when there is a speaker or an I in the poems, it is always the speaker, the poet, but also everybody else, including obviously the reader. Je ne dirais pas que mes poèmes sont des confessions, mais évidemment l'œil, celui qui parle dans le poème, qui est le poète,
C'est aussi, en même temps, c'est pas seulement le poète, mais c'est aussi l'œil du lecteur. Je ne sais pas si j'ai bien traduit. And so when I use that gaze, looking at the world, I suppose you could call it optimistic pessimism. So even in the beautiful, I will see something at least dangerous, or something that would eventually or inevitably taint that which is beautiful. Pour décrire mon regard sur le monde, je parlerai d'un pessimisme optimiste, ce qui veut dire que même dans la beauté, je verrai toujours quelque chose de dangereux qui va inévitablement déteindre sur ce qui est beau. And so what usually happens is, when I look at the present, the contemporary world, I will always also see the past, the potential future or futures, as well as the present. So I tend to layer these images, or these sort of scenes or paintings I am trying to create, and present the world as a combination of everything that has happened, that is happening at the moment, and that will happen. I suppose some kind of a collective unconscious. De façon générale, quand je regarde le monde contemporain, je vois à la fois le passé, le futur potentiel ou les différents futurs potentiels, et bien sûr le présent. Ça donne donc des couches. Je dirais que le monde est pour moi une combinaison de ce qui a été, de ce qui est, de ce qui va être. On peut parler d'inconscient collectif. And I think as a final point, I think it all stems from the fact, or is informed by the fact, that I'm unable to see life as a sort of linear narrative. I don't see life going from A to B to C to D. I experience life as fragments, and those fragments, again, don't have to be in the present. They can be in the past. They can be in the future. And I think that's how most of us experience life. It's a combination of fragments, and I think that comes through in the way I write my poems, and as a reflection of the way I see the experience, and the human condition in general. Pour finir, j'aimerais dire que ce regard vient du fait que je suis incapable de voir la vie comme une narration linéaire. Je ne vois pas une vie qui irait de A à B, puis de C à D, mais dans mon expérience, la vie est faite de fragments. Et je pense que c'est comme ça que la plupart d'entre nous voyons la vie. Ce serait, dans mon sens, comme ça la condition humaine, une vie faite de fragments, ce qui se reflète évidemment dans ma poésie. Merci. J'ai deux questions pour Eva. Je vais les poser l'une après l'autre. Donc, la première concerne le rythme qui est inhérent à la poésie, qui est très fort dans la poésie de Daniele, peut-être aussi avec ses constructions en fragments
en partie. Et voilà, je me demandais est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette traduction du rythme, de la manière dont vous traduisez le rythme. Alors, de façon générale, en traduisant la poésie, je dirais, je suis toujours très attentive au rythme. Alors, il arrive que les poèmes soient rimés, ce qui n'est pas le cas dans la poésie de Daniele Pantano. Mais par contre, le rythme, j'essaie de respecter au maximum le rythme. Pour cela, ça aide évidemment de lire à haute voix dans les deux langues, déjà l'original et puis la traduction. Oui, j'avais pris comme exemple le poème The Oldest Hands in the World, les plus vieilles mains du monde, juste par exemple un vers où en anglais, l'anglais dit All sweet violence and thought and repetition. Donc il y a ce and, mais que je voulais reproduire différemment en français, aussi parce que le français est souvent plus long, alors que l'anglais a des monosyllabes. Le français, les mots français sont souvent plus longs, donc plutôt que de répéter and, et, j'ai choisi en français de dire rien que douce, violence, pensée, répétition. J'ai remplacé le et par des virgules en essayant ainsi de garder quand même un rythme ou une scansion dans ma traduction. Mais il y aurait beaucoup d'autres exemples. Oui, peut-être ta réponse a anticipé un peu la question que je voulais te poser aussi justement sur la brièveté de l'anglais. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé en lisant les poèmes l'un après, enfin, une fois en anglais, une fois en français, c'est qu'en anglais, souvent, il n'y avait pas de déterminant, alors qu'en français, on est presque obligé d'utiliser des déterminants. Et en même temps, ta traduction, elle respecte vraiment, je trouve, on le voit vraiment dans l'édition bilingue avec cette dimension visuelle, elle respecte vraiment la longueur des vers. C'est rare que le français soit un tout petit peu plus long que l'anglais. Quand c'est le cas, c'est vraiment très minime, mais la plupart du temps, c'est vraiment la même longueur. Et je me demandais comment tu avais fait justement pour rendre cette brièveté de l'anglais en français qui est souvent, oui, qui peut pas être si bref souvent. Oui, alors ça, c'est le problème du français. Il est très souvent, il est plus long, beaucoup plus long. Non seulement on a peu de monosyllabes en français, mais souvent on est comme par exemple, comme on a vu dans l'exemple de fail, j'arrivais pas à traduire fail par un seul verbe en français, mais j'échoue à saisir, donc ça devient beaucoup plus explicatif et du coup plus long. Mais pour compenser, je dois être plus brève, je suis obligée d'être plus brève à un autre endroit. Donc c'est toujours comment dire, pour chaque poème, même pour chaque vers, il faut toujours négocier. Je dois toujours négocier avec les structures des deux langues qui sont très différentes, en, voilà, en essayant d'être plus brève là où je peux, alors que je dois être plus longue dans d'autres cas. C'est un peu abstrait, mais c'est vraiment un peu un travail d'orfèvre, on pourrait dire. Merci, merci Eva. Daniel, j'avais une question par rapport au fait d'écrire dans une langue seconde qui est devenue ta langue, mais quand même une langue que tu as apprise. La poésie, c'est parmi les trois grands genres littéraires, c'est vraiment le genre dans lequel la matérialité de la langue se fait le plus sentir. Donc, c'est souvent la langue brute comme ça qui est mise en avant dans la poésie. Et je me suis demandé si le fait d'écrire dans un langage second, comme on dit, euh, vous a rendu plus libre de manier et parfois peut-être de même maltraiter la langue. Est-ce que votre rapport à l'anglais est d'une certaine manière plus libre? Yeah, I mean, first of all, I think compared to
the other genres, the other forms of literature, and also language. I think poetry comes closest to translating a certain emotion, a certain event, and it is the rawest form of language. I think the only other one would maybe be just music. I'll let Eva translate now. Tout d'abord, j'aimerais dire que oui, la poésie, comparée aux autres genres, la poésie est le genre qui s'approche le plus, qui arrive le plus à traduire les émotions. C'est aussi le genre le plus cru, ce serait la poésie ou alors la musique. And for any poet, it is, therefore really important that you really dig deep into the language that you are using, to really sort of bring out the material aspect, the texture of a language, while also realizing again that there are limits. Who was it? Wittgenstein, who said, our language is the limit of our world, or our, of our experience. Pour tout poète, pour chaque poète, il est très important de plonger, de s'immerger profondément dans la langue qu'il utilise pour faire ressortir justement sa matérialité, la texture, tout en étant conscient des limites de la langue. Wittgenstein, justement, could you repeat the... Yes, he said... About Wittgenstein, sorry. I don't have it verbatim, but that language is essentially, your language limits your world. So. Oui, Wittgenstein disait à peu près que la langue délimite notre monde, notre univers. So as a poet who writes in a second, third, fourth language, as a translingualist, I think that's a technical term, it makes it that much more difficult, because you have to really understand and learn and immerse yourself in another language in order to write poetry in that language. Et en effet, il est, pour un poète qui n'écrit pas dans sa première langue, qui écrit dans une autre langue, le terme technique serait un, je sais pas, translinguiste. C'est encore plus difficile, parce qu'il faut vraiment apprendre à s'immerger dans cette langue pour vraiment pouvoir s'exprimer dans cette langue. But I think it also gives you the freedom to maybe use that language, which is not your own, to tweak it, to make it a bit more malleable. I think you can, or abuse it, because you can get away with things that perhaps a native speaker cannot. But I also think the fact that you're writing in a second language, so in my case, the English will always be informed by my German background and Swiss German, whether that's on purpose or not. There's always a tint of the exotic, let's say, in my poems, in my language. But sorry, the exotic would be in your use of the English. That's right. Yeah. Just to get it right.
Oui, en même temps, le fait que j'utilise l'anglais, qui n'est pas ma première langue, ça me donne aussi plus de liberté. Ça me permet de la rendre plus malléable, aussi parfois de la maltraiter. Ça peut me permettre certaines choses que ne pourrait pas se permettre un native speaker, quelqu'un dont c'est la langue maternelle. Aussi, en même temps, dans mon cas, l'anglais est toujours influencé par mon background, par mes origines germanophones. Donc, ça restera toujours quelque chose d'un peu exotique. And I think and this is based on responses, especially from my American readers. They always talk about that my poems feel very European, yeah, or they'll say, oh, they're very cinematic. Okay, I have no idea what that means. Okay, because I couldn't say that my poems are particularly cinematic or anything like that. But I think that's that exotic thing that's happening. Yeah, there's this. I suppose it's like speaking to someone with an accent. Yeah, you can understand them, you know exactly what they're trying to say, but there's something slightly foreign to it that they perhaps can't put their finger on. Je remarque ça surtout dans les réactions de mes lecteurs américains qui, d'une part, ils me disent que mes poèmes sonnent très européens, et aussi d'un autre côté, qui sont très cinématographiques. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est comme si quelqu'un parlait avec un accent étranger. Donc pour eux, surtout, notamment pour mes lecteurs américains, mes poèmes gardent toujours ce côté un peu exotique, un peu bizarre. Yeah, and as a final point, I think all writers, all poets, even all painters, I think we have an obligation to make language feel strange, to make language feel new, and in order to do that, we have to abuse language, and that hopefully will then turn into work that shows readers something that's perhaps very familiar to them in a new light, and defamiliarize what is common through language, which I think should be the goal for any artist or any writer or poet. Selon moi, tout artiste, que ce soit un poète, un peintre, un écrivain, devrait avoir le but et même l'obligation de rendre le langage étrange, nouveau, afin de... Donc, nous sommes presque dans l'obligation de maltraiter, entre guillemets, le langage pour le présenter dans une nouvelle lumière. Donc, rendre ce qui est familier nouveau, le défamiliariser en quelque sorte. Merci pour cette réponse. On arrive doucement au terme de cette rencontre. Pour terminer, j'aimerais bien vous poser la question à tous les deux de savoir ce sur quoi vous travaillez actuellement et voilà, quels sont vos projets littéraires pour la suite de cette année 2021. Je commence? You can go ahead. Yep. Yeah, ok. Alors, j'ai un très beau projet en ce moment qui est une traduction d'un roman russe, roman classique, un grand roman de la littérature russe et même littérature mondiale, qui est La fille du capitaine de Pouchkine, qui est une chance incroyable de pouvoir traduire, ou plutôt retraduire un beau texte en prose de Pouchkine. And
I always have, yeah, I always have lots of projects that are going on at the same time. But I'm trying to write a memoir because yeah, my agent would like me to write a memoir. So it's going to take a long time because I'm trying to write it like a poem, which means it will just take me, you know, probably the next 50 years or so. Pour ma part, je travaille toujours sur beaucoup de projets différents en même temps. En ce moment, mon agent m'a demandé de faire un mémoire, c'est une sorte de rapport qui me prendra sans doute 50 ans parce que j'essaie de l'écrire comme un poème. And I've just finished translating the collected poems of Robert Walser, which will hopefully come out by the end of this year. Je viens de terminer la traduction des poèmes, de tous les poèmes de Robert Walser, des poèmes complets de Robert Walser qui, si tout va bien, devrait être publié à la fin de cette année. And a new book of poems, which is called Home for Difficult Children. Je travaille aussi sur un nouveau livre de poèmes qui s'appelle Poèmes pour des enfants difficiles. And I think it's 3 books of conceptual literature that should be coming out over the next 12 months. Également, au cours des 12 mois qui suivent, il y a 3 livres de littérature conceptuelle qui devraient paraître. And a book that just came out, which is called 10 Million and One Silences, which took me 24 years to write. It's like 22 volumes, and each volume is, I think, 730 pages. So that just came out. So yeah, quite busy as always. Un autre ouvrage vient de sortir sur lequel j'ai travaillé pendant 24 ans qui s'appelle 10 millions et un silences. Cet ouvrage consiste en 22 volumes de 730 pages chacune, donc ça je suis toujours bien occupée. Effectivement, beaucoup de projets. On se réjouit vraiment beaucoup de lire tout ça. Je vous remercie tous les deux pour cet entretien. J'espère qu'une fois on pourra se retrouver tous au même endroit en chair et en os avec du public. Pour ces voisins inconnus, j'espère aussi qu'on pourra se retrouver à l'automne à la Bibliothèque de la Cité, de nouveau également en chair et en os avec vous, cher public. Merci beaucoup Daniele Pantano. Thank you very much. Merci beaucoup Eva Antonikov et une très belle journée à vous. Merci Marie. Thank you. It's been a pleasure.